Mardi 2 août 2022, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce journal version française. Merci de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités marquantes de ce mardi, la Haute Cour constitutionnelle ou la HCC ne dispose pas de pouvoir pour suspendre le président de la République et de ses fonctions. Seule la Haute Cour de la Justice peut y procéder après l'accord d'au moins 2/3 des membres de l'Assemblée nationale, d'après les informations contenues dans ce reportage de Fangesene Mireille sur les images de Yves Janel. Les plaintes et doléances à l'encontre du président de la République reçues par la HCC restent de nature informative. En effet, la Constitution n'attribue pas à cette institution le pouvoir de suspendre le président de la République de ses fonctions. Cette responsabilité n'incombe qu'à la Haute Cour de justice, selon les explications du président de la Haute Cour constitutionnelle aujourd'hui. Si la Haute Cour de justice suspend le président de la République, la HCC procédera à un constat de vacances. Toutefois, les poursuites doivent toujours passer par l'Assemblée nationale et le Sénat et être adoptées par les 2/3 des membres avant d'être conduites auprès de la Haute Cour de justice. À titre de rappel, la HCC s'est chargée provisoirement de la décision sur le pacte de responsabilité en 2015 et du gouvernement de consensus en 2018, car la ACJ n'était pas encore fonctionnelle et à présent qu'elle est instituée, il n'appartient plus à la HCC d'émettre des avis, de statuer ou de juger le président de la République. Concernant l'affaire Amboulo-Tarakil, un Kazoubé dans laquelle 32 personnes sont décédées, l'un des criminels auteurs de ces meurtres a été abattu par la gendarmerie à Antsafil ou à Mboudjatchim. 5 autres ont été arrêtés à Anzorobé. Le principal cerveau de l'affaire est toujours recherché à l'heure actuelle. Les détails dans ce reportage de Sech Rangianassi. La recherche des auteurs de la mort de 32 personnes survenues à Amboulo-Tarakil, un Kazoubé, le 29 juillet dernier, se poursuit toujours à l'heure actuelle. Le criminel dénommé Renlekeli, connu pour être l'ami de Yaris, le chef des 15 criminels et qui aurait accueilli chez lui le groupe durant l'attaque, a été abattu par la gendarmerie d'Amboudjatchim et la brigade d'Avaratsen à Saalemak aujourd'hui à Antanet, commune d'Antsafil. 4 malfaiteurs se sont trouvés dans leur cachette dès qu'ils ont constaté la présence des gendarmes. Ces derniers ont commencé à tirer. C'est lors des échanges de tirs que les forces de l'ordre ont abattu Renlekeli. Lors de la fouille des lieux, des balles et des cartouches de calibre 12 et de 7,62 mm utilisées par des fusils d'assaut ainsi que des gris-gris ont été trouvés. 5 autres personnes, complices, proches de Yaris, ont également été arrêtées par la gendarmerie de la compagnie Imirna Centrale. Ces derniers ont déjà avoué leurs crimes. La gendarmerie a déjà lancé un avis de recherche pour Ndjianarsou Élysée, qui est le cerveau de l'affaire, tuant et brûlant 32 personnes à Amboulo-Tarakil, un Kazoubé. La coupure électrique également à la une des actualités. La coupure de 2 câbles électriques à Mboumanamboul et à Alassour a été à l'origine de coupures d'électricité dans plusieurs quartiers de la ville. Aujourd'hui, selon la Jirama, une coupure qui a duré plusieurs heures. Les usagers de la partie sud de la capitale ont été les plus touchés. En effet, l'électricité y a été coupée depuis la nuit dernière et n'a commencé à revenir progressivement que vers 14 heures. Les détails avec Andoniana Martina. Il s'agit de la coupure de la câble électrique reliant Mboumanamboul et la sous-station d'Anouzat qui alimente Atsimdjan. Les techniciens de la Jirama ont commencé à escalader le poteau électrique depuis 6h30 du matin pour réparer les dégâts. Simultanément, une autre câble électrique de Mpaïbat à la Sour a également été coupée. Les techniciens soupçonnent un acte de sabotage pour ce câble selon leurs explications. Ces 2 dégâts majeurs étaient à l'origine de la longue coupure, selon le directeur général adjoint en charge de l'électricité de la Jirama. Les travaux de réparation n'ont été achevés que vers 14 heures, a indiqué la Jirama. L'électricité sera restaurée progressivement sur le réseau interconnecté d'Antananarive, selon toujours ce dernier. Il n'existe aucun cas de variole du singe à Madagascar jusqu'à aujourd'hui, selon le ministère de la Santé publique. Aujourd'hui, toutefois, depuis le mois de mai dernier, le ministère de la Santé publique se prépare et a mis en place une stratégie préventive au cas où cette maladie apparaîtrait à Madagascar, selon toujours le ministre dans ce reportage de Rad Ramanazatov.
La variole du singe est une maladie animale qui peut être transmise à l'homme. Cette nouvelle maladie a déjà été constatée dans quelques pays d'Afrique récemment. Le ministre de la Santé publique a tenu à rassurer aujourd'hui qu'il n'existe aucun cas de variole du singe à Madagascar jusqu'à l'heure actuelle. Toutefois, Madagascar s'y est préparé. Le ministère a mis en place une stratégie préventive dès que la variole du singe a commencé à se propager. Dans ce cadre, l'UNICEF a remis des matériels au ministère aujourd'hui. Ces matériels serviront aux directions du ministère de la Santé publique. Le programme USAID Aitao apporte un appui financier et technique au ministère de l'Environnement et du Développement durable dans la préservation de l'environnement, surtout dans la conservation de la couverture forestière de la Grande Île. Outre les reboisements, parmi les appuis également figure l'élaboration des diverses stratégies pour l'amélioration de la gestion des forêts. Natera Koutmav nous en dit plus dans ce reportage. Parmi les partenaires actifs dans l'appui du ministère de l'Environnement et du Développement durable figure le programme USAID Aitao, notamment à travers l'appui technique et financier. Il s'agit d'appuis visant à élaborer des plans et des stratégies nationales pour la préservation des forêts de Madagascar, l'élaboration des divers dispositifs pour l'amélioration de la gestion des forêts, mais aussi des différentes méthodes de gestion responsables de chaque entité. Selon Julien Noël Rakotoarsou, point focal du ministère de l'Environnement dans la restauration des paysages et de forêts, le programme USAID Aitao aide dans l'élaboration des plans de reboisement dans toute la Grande Île à travers la localisation des sites de reboisement, la dotation d'équipements et matériels, mais aussi l'organisation de ces diverses mobilisations pour une gestion inclusive et responsable des forêts de Madagascar. Parmi ces mobilisations, l'organisation de la Journée internationale de la conservation des mangroves qui s'est tenue à Nousbé le 26 juillet dernier. Le USAID Aitao apporte son aide dans les activités opérationnelles comme les reboisements des mangroves, la présentation de la stratégie nationale de gestion des forêts des mangroves, mais aussi la mise en œuvre de cette stratégie nationale à tous ceux qui sont concernés par la gestion des mangroves. Mis à part cela, ce programme vise aussi à octroyer des formations et des renforcements de capacités aux techniciens du ministère. Il est à rappeler que le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont également participé à l'amélioration de la gestion des mangroves. Le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie nationale, le général Jules Serge, a reçu ce jour à son bureau au camp Philbert Amarola Betungoul, la conseillère principale aux droits humains du système des Nations Unies, Sabina Laubert. Les deux personnalités ont évoqué le rôle de la gendarmerie nationale dans le respect des droits humains. Le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale a souligné que les Nations Unies et la gendarmerie ont les mêmes visions en ce qui concerne ces droits humains. Plus d'explications dans cette interview. Je suis ici comme conseillère sur les droits humains des Nations Unies pour travailler avec la gendarmerie pour assurer que les droits humains sont respectés et que la société malgache peut avoir la meilleure vie possible. Donc merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Et dans le volet sportif, les barrières locaux ont besoin d'un regroupement rapide pour la préparation de la confrontation avec le Botswana. L'objectif est de se qualifier pour le championnat d'Afrique des Nations en Algérie. Les résultats ont été plus que satisfaisants lors des derniers matchs, mais la performance de l'équipe doit encore s'améliorer pour la dernière étape. Hanzara Zonarville nous rapporte les détails de ce reportage. Après la victoire face aux Seychelles, les Barrières de Madagascar doivent prochainement affronter le Botswana pour l'étape finale des éliminatoires pour le championnat d'Afrique des Nations. Le Botswana qui a un assez bon niveau en football, selon l'entraîneur Oro, d'où la nécessité d'une bonne préparation et donc d'un regroupement, selon toujours ce dernier. Les matchs disputés lors du COSAFA Cup et le match aller contre les Seychelles ont montré une incapacité à concrétiser les opportunités. C'est l'une des erreurs à corriger, d'où la nécessité de renforcer nos capacités face au Botswana. Le match aller contre le Botswana se tiendra entre le 26 et le 28 août chez eux, si le retour se jouera entre le 2 et le 4 septembre.
Et concernant les actualités internationales de ce mardi, le chef d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri, a été tué au cours du week-end dans une attaque au drone menée par les États-Unis, a déclaré lundi le président américain Joe Biden, ce qui constitue le plus important revers porté au groupe islamiste depuis l'assassinat de son fondateur, Oussama Ben Laden, en 2011. France 24. Après 21 ans de traque, c'est dans ce quartier du centre-ville de Kaboul que le cofondateur d'Al-Qaïda a été tué, à 2 pas de la zone diplomatique, sous haute surveillance. Ce sont ces apparitions sur le balcon d'une maison sécurisée qui ont permis à la CIA de préparer méticuleusement l'attaque. Samedi, sous mes ordres, les États-Unis ont mené avec succès une frappe aérienne à Kaboul, en Afghanistan, qui a tué l'émir d'Al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri. Au moment des tirs de missiles par drone, des proches du terroriste sont présents, mais aucune victime civile n'est à déplorer selon le gouvernement américain. Les talibans condamnent cette frappe. L'émirat islamique d'Afghanistan condamne fermement cette attaque sous quelque prétexte que ce soit et la qualifie de violation flagrante des principes internationaux et de l'accord de Doha. De leur côté, les Américains affirment que les talibans étaient au courant de la présence d'al-Zawahiri en Afghanistan et donc d'avoir violé les accords de Doha signés entre les deux pays. Cet accord, qui avait rendu possible le retrait des soldats américains du sol afghan, engage Kaboul à ne plus héberger d'organisations terroristes. Avec la mort d'al-Zawahiri, plus gros coup porté à l'organisation terroriste depuis la mort de Ben Laden, Joe Biden réaffirme la volonté de trouver et d'éliminer tous ceux qui représentent une menace envers les États-Unis, selon les mots du président. Cette situation fait suite au rejet par Moqtada al-Sadr du candidat au poste de Premier ministre présenté par ses adversaires, les factions chiites pro-Iran qui forment l'infus cadre de coordination. Les détails de ce reportage de France 24. 3 jours après l'assaut du Parlement par les sadristes, les partisans du camp adverse défilent à leur tour dans les rues de Bagdad, devant un important dispositif de sécurité mis en place pour éviter tout affrontement entre les deux groupes. Le Parlement a été pris d'assaut par nos frères chiites qui ont fait de nous, membres d'autres partis politiques, la risée du monde entier. Donc nous sommes ici pour rétablir l'état de droit et pour protéger l'Irak. 10 mois après les élections, ces partis politiques proches de l'Iran et aujourd'hui majoritaires au Parlement ont tenté de nommer un nouveau Premier ministre la semaine dernière. Mais les partisans de Moqtada Sadr ont alors envahi le Parlement pour contester cette candidature. Depuis, l'impasse politique est totale en Irak. C'est un coup d'État qui est fait par l'actuel Premier ministre et ses conseillers avec l'aide des sadristes pour éviter qu'un nouveau gouvernement ne soit formé. Soudain, ces manifestants tentent un coup de force et essayent de faire tomber les barrages de sécurité. Mais très vite, les forces de l'ordre les repoussent. Ce pont que les manifestants tentent actuellement de passer mène directement à la zone verte. Si l'on continue tout droit pendant 3 km, 30 minutes de marche à peine, il y a le Parlement, là où les sadristes manifestent actuellement. Si notre leadership nous dit d'intensifier la pression, alors on le fera. S'ils nous disent de rester pacifique, ça restera pacifique. Une journée qui se terminera finalement dans le calme, alors que de nombreux chefs de cette alliance politique appellent au dialogue et à la désescalade. Mais en Irak, le risque d'un conflit interchiite n'a jamais été aussi réel. Et aux Républiques démocratiques de Congo, à Goma, les soldats de l'ONU ont rendu hommage à leurs collègues décédés. 3 ont été tués dans les manifestations anti-MONUSCO la semaine dernière. Toujours un reportage de France 24. Les casques bleus sont en deuil. À Goma, les soldats de l'ONU ont rendu hommage à leurs collègues décédés. 3 ont été tués pendant les manifestations anti-MONUSCO la semaine dernière. La mort d'une dizaine de civils est aussi à déplorer. L'ONU dément leur avoir tiré dessus lors des manifestations. Justice doit être rendue à tous nos collègues des Nations Unies qui ont perdu la vie. Et bien évidemment, cette justice doit être rendue à tous nos frères et sœurs congolais qui continuent de subir les affres de la guerre et qui sont les premières victimes, nous l'avons malheureusement vu encore, de ces terribles dérapages et de ceux qui les initient. Des installations de la mission des Nations Unies ont été pillées par des manifestants à Goma lundi dernier, provoquant plusieurs jours de violence contre l'ONU.
Ils estiment que la mission MONUSCO n'a pas su stabiliser la situation sécuritaire du pays et ils accusent les casques bleus de violence. Leur revendication est simple, que la MONUSCO s'en aille. On continue à nous tuer, on continue à nous massacrer. Par moment, on massacre même les gens dans les parages directs des forces des Nations Unies, des forces de la MONUSCO. Ce qui nous fatigue et ce que nous ne voulons plus voir. C'est dans ce sens que nous demandons au gouvernement de résilier tous les contrats qu'il a déjà signés avec la force de la MONUSCO. La MONUSCO est en place depuis 1999 et compte plus de 14 000 soldats déployés en République démocratique du Congo. C'est également avec cette actualité internationale que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez sur Viva car tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec l'émission de Point de droit Nizouk, axée principalement sur le foncier pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour de nouvelles actualités.